Et votre présence témoigne du fait que la première réunion a sûrement été positive pour vous. En tout cas, pour nous, elle l'a été. Et nous sommes contents aujourd'hui de recevoir une deuxième fois pour partager les sujets d'actualité de Business Mauritius et faire un point général et aussi évidemment répondre à vos questions. Alors, ce qu'on suggère, c'est de vous présenter quelques points. Il y a 3 sujets qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Premièrement, le National Business Roadmap. Évidemment, vous êtes au courant qu'il y a des consultations pré-budgétaires qui ont commencé. Cette année, Business Mauritius a choisi d'avoir les consultations avec ses membres de manière encore plus structurée que d'habitude. Donc, Kevin parlera de la méthode. Évidemment qu'on ne pourra pas aujourd'hui vous donner le contenu du MBA. On parlera de la méthode et on prendra vos questions, évidemment. Un deuxième sujet qui, je pense, est d'intérêt pour tous aussi, c'est la situation sur le marché du travail. Et Business Mauritius a commandité un Employer Skills Survey, une enquête. Et on vous présentera les grandes lignes des résultats de cette enquête. Finalement, et ça c'était une demande qui avait pas mal émergé la dernière fois, en particulier l'INSERV était assez questionnant sur la côté écologie, protection de l'environnement, etc. Et Michael nous présentera la démarche du Business Mauritius au niveau du circular économique. Donc je propose évidemment que s'il y a des questions importantes de clarification en cours de présentation, arrêtez-nous, il n'y a pas de souci. Sinon, je suggère quand même pour les questions de fond qu'on s'arrête un moment après chaque présentation pour les questions et partages. Et ensuite, à la fin, on aura un open discussion sur les sujets qui vous sont importants. Bienvenue Jean-Paul. Donc, sans plus attendre, je suggère qu'on commence avec Kevin qui va commencer avec le National Business Roadmap et vous en dire un peu plus. Merci Cédric. Bonjour à tout le monde. Alors, à gauche, en 2 mots, le National Business Roadmap est une réponse interne d'abord à Business Mauritius. Nous avons, par rapport à notre conseil, une requête d'aller beaucoup plus de l'avant par rapport aux business improvements qu'il nous faut pour le pays sur le short, medium, long term. Donc la démarche s'inscrit vraiment en interne, comment mieux aider nos membres à se développer. Et par rapport à ça, il y a une section qui est liée à cette relation publique-privée. Qu'est-ce que nous souhaitons, comment nous voyons développer certains enjeux que nous avons avec le secteur public et comment donc le structurer. Donc l'objectif est vraiment d'arriver à avoir un business development roadmap pour le pays qui guidera notre dialogue avec l'État pendant ces consultations budgétaires pré-budgétaires, budgétaires, et même après sur l'année, sur des enjeux qui nous semblent importants. Donc nous souhaitons à travers ce roadmap identifier les critical enablers for growth, vraiment les sujets sur lesquels si nous travaillons le concert, nous arrivons à augmenter la croissance. Donc dessus, un comprehensive statement se dit, ben voilà, nous devons faire A, B, C, D, et si nous faisons ça, nous arrivons à rentrer sur ce path de développement. Et à ce moment-là, aussi mettre en avant les opportunités qui existent pour la communauté des affaires sur l'année. Ce roadmap n'est pas un one-off shot, c'est une méthodologie que nous allons intérioriser à Business Mauritius afin de pouvoir nous-mêmes nous monitorer, nous évaluer sur l'année et de se dire comment nous progressons et comment aussi revoir nos stratégies en vue du contexte local et international. Le travail a été fait suivant une méthodologie structurée. La première partie, on a commencé depuis octobre l'année dernière. Nous en avons parlé brièvement lors de notre rencontre en décembre, où nous étions en train de gather the information. Donc, nous avons fait le desk research, nous avons travaillé avec nos 3 commissions, développé les stratégies, et nous avons identifié une méthodologie qui nous permet d'avancer sur ce roadmap. La méthodologie s'appelle le Binding Constraints Model. C'est une méthodologie qui nous vient de Harvard. Avec ça, nous avons défini nos propres contraintes, les contraintes pour nous par rapport au National
Development. Et nous avons fait une consultation approfondie avec nos membres, nos partner members, donc par rapport à chaque secteur de l'économie, le secteur des finances, le secteur manufacturier, ICT, tous nos partner members ont été consultés et nous arrivons aujourd'hui à raffiner ce modèle, à le définir afin de le compléter. Nous avons une étape très importante dans 2 semaines qui est le Validation Workshop, le 3 avril. Business Mauritius, avec ses key stakeholders, organise une session de validation, suite auquel nous allons pouvoir préparer, finaliser le roadmap d'abord et aussi nos propositions budgétaires pour les talents. Cette année-ci, le travail a été commencé en octobre et donc nous espérons avoir une façon structurée de présenter nos recommandations. Alors, la méthodologie, je n'irai pas beaucoup plus loin, s'appelle le Binding Constraints to Private Sector Development. C'est une méthodologie, comme je l'ai dit, qui nous vient de l'Université de Harvard des États-Unis. Et la méthodologie est divisée en trois axes. La première, c'est que si un business veut développer une activité, quels sont ses retours sur investissement? L'entreprise reste toujours poussée par les retours sur investissement. Et là, cette méthodologie, ce framework, nous permet d'identifier les besoins complémentaires afin d'aider à générer du retour sur investissement. Et là, nous parlons des complementary factors of production, tels que les ressources naturelles du pays, l'infrastructure, le capital humain. Et tout cela se retrouve sous les returns to resources. Si nous travaillons sur ces sujets, nous arrivons à créer un écosystème où les entreprises pourront développer les activités avec un meilleur retour sur investissement. Deuxième partie, c'est qu'une fois que le retour sur investissement, le projet est défini, comment est-ce qu'on a un share of the return? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on s'approprie une partie de ces retours sur investissement? Et là, les points critiques sont la stabilité macroéconomique, le système, le régime de taxation, l'ordre, security, law and order, tous ces aspects se retrouvent sur la profitability. En troisième lieu, si on a un beau projet, on peut avoir un retour sur investissement et on peut avoir des retours. Comment est-ce qu'on finance ce type de projet? Et là, les problématiques liées au cost of finance, le coût du financement et l'accès au financement sont prises en compte. Et voilà, avec ces trois sujets, avec ces trois axes, nous avons travaillé avec tous nos partenaires, nous avons identifié plusieurs binding constraints sous ces axes et nous sommes arrivés avec des recommandations, nous arriverons avec des recommandations pour le budget de cette année-ci. Et voilà, donc malheureusement je ne vais pas vous parler du travail qui a déjà été fait parce qu'il doit être validé dans 2 semaines, mais la méthodologie en tout cas vous a été présentée et dessus s'il y a des questions, on est heureux de répondre. Le roadmap se chalonne sur combien d'années? Alors, bonne question, nous le regardons everything under 1 year, 1 to 3 years, les actions qui doivent être faites within a year, 1 to 3 years et beyond 3 years. Donc short, medium et long term. Beyond 3 years up to 10 years. Et le fait que le roadmap est itératif, ce qui veut dire que en cours de route, s'il y a des changements internationaux ou locaux, nous pouvons le réajuster. La question que se pose, c'est la rapidité d'implication des décisions que vous allez prendre, vu que le temps rétrécit de plus en plus. Comment on fait aujourd'hui pour aller plus vite? Le secret, pour moi, reste dans une méthode qui a été quand même prouvée, qui a fait la force de Maurice, c'est cette consultation publique-privée. Je crois que nous avons aujourd'hui beaucoup d'opportunités de se mettre à table avec le public et d'arriver à, en tout cas, présenter notre point de vue et avoir de l'autre côté, en tout cas, un intérêt à mettre en place ces points de vue si c'est pour le bien du pays. Donc, arriver pour nous en tant que businessman, je ne suis pas première fois avec un plan aussi ambitieux, veut dire que nous balisons vraiment le terrain de jeu sur lequel nous devons agir. Et en le planifiant sur qu'est-ce qui est immédiatement important et qu'est-ce qui doit être
planifier sur les années à venir, nous espérons à ce moment-là mobiliser des ressources en commun sur ce que nous trouvons être des priorités. Nous espérons, en tout cas c'est l'esprit, c'est le but, et tout est question d'implémentation. Pour que ce projet réussisse, pour que nous arrivions à retirer les contraintes, les binding constraints on private sector development, il faudrait nous faudrait adresser toutes ces contraintes. Je crois que le modèle aussi donne une vraie cohérence en fait, dans toutes les actions sur le short, médium, long terme. Et donc aussi dans notre capacité à convaincre et à persuader, je crois que ça c'est vraiment un outil assez formidable pour faire bouger les choses. Donc, vous allez rebondir sur le roadmap pour les propositions gouvernementales, les propositions budgétaires. Est-ce que vous tenez en compte que cette année n'est pas une année normale? C'est la fin d'un cycle quand même, c'est la fin d'un cycle politique. Enfin, la fin d'un cycle politique, je ne sais pas, c'est les élections. Donc, on est habitué à avoir des élections tous les 5 ans et comme ça. Non, le fait que peut-être dans cette année électorale, le gouvernement va peut-être faire un budget, comme on dit, la bouche dure. Ça va gêner un peu l'entreprise privée. En tout cas, dans le roadmap, un des axes, c'est l'axe d'appropriabilité, sur lequel la stabilité macroéconomique est extrêmement importante. Donc, les levers d'un budget national, ça reste la prérogative d'un ministre des Finances et donc d'un gouvernement. Mais pour le développement des entreprises, pour le développement économique, il y a certains paramètres et nous les mettrons de l'avant, notamment en ce qu'il s'agit de stabilité macroéconomique, qui reste extrêmement important pour le développement de l'économie. On peut penser que c'est un document que vous allez partager, publier, envoyer aux grandes formations politiques qui seront là, parce qu'on est un peu dans ce mouvement-là. Tout à fait. Le document n'est pas ici. Nous souhaitons, après la session de validation qui va se faire en début avril, mais à la fin d'avril, nous allons envoyer bien sûr une proposition au ministère des Finances, mais le document lui-même dépasse la consultation budgétaire, parce que le document est sur long terme, et nous souhaitons le publier. Donc, pour le rendre accessible. Est-ce que vous êtes rassuré de l'évolution des choses quand vous parlez de la stabilité macroéconomique? Est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui va plus ou moins se passer, prévisible demain, avec l'évolution qui est en ce moment? Visibilité, je pense que si quelqu'un veut une visibilité claire, ça aurait été très très difficile aujourd'hui pour n'importe quel pays d'avoir cette visibilité claire. Mais en tout cas, ce que nous pouvons voir, c'est les enjeux. Et ces enjeux doivent être en tout cas discutés. Nous arrivons quelque part aujourd'hui nous avons, d'après le IMF, le World Bank, un darkening of the international skies. Donc, il y a des enjeux internationaux qui nous dépassent, sur lesquels nous devons, nous, en tant que secteur des affaires de Maurice, avoir une planification, être prêt et en tout cas être mieux préparé pour répondre à ces défis. Nous avons vu le prix du sucre sur le marché international, nos key markets ont leur propre souci Brexit d'un côté, tout ce qui fait peut-être le social unrest dans le monde que nous connaissons, le shift of power vers l'Asie. Tout cela demande une planification. Et vraiment aujourd'hui, pour n'importe quelle small open economy, la meilleure solution c'est la résilience et c'est être prêt pour n'importe quel changement. Est-ce que nous avons de bonnes dispositions à ce moment qui nous permettraient d'être résilients si jamais effectivement il se passe quelque chose, type comme en 2008 En 2008, nous avions le Mauritius Approach. Aujourd'hui, nous avons le National Resilience Fund au niveau de l'État. Je crois que Maurice est quand même le seul pays, si je ne me trompe pas, à avoir eu une croissance
continue depuis son indépendance sans récession. Ce qui fait que les bases sont correctes. Maintenant, il s'agit de, pour nous en tout cas, en tant que la communauté des affaires, s'assurer que nous gardions un environnement favorable au développement des affaires dans ce pays. Une étude concernant l'endettement à la fois dans le privé et dans le public, est-ce que cela est un sujet de préoccupation pour vous? En tout cas, dans le privé, si je peux répondre, c'est-à-dire que dans le privé, indebtedness existe dans certains secteurs clés. Et c'est des secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs où il y a un turning point. Notamment, il est clair que dans le secteur du textile, le niveau d'indebtedness est très fort. Dans le secteur hôtellerie, il est aussi très fort. Mais c'est des secteurs où nous voyons, avec nos partner members, encore beaucoup d'opportunités. Donc il s'agit de répondre à des contraintes short-term et du développement des secteurs sur le long terme. Une question juste pour rebondir là-dessus. Donc vous demandez accès aux finances pour pouvoir relancer vos industries. Quel type de finances, quel type de facilité vous recherchez aujourd'hui? Bon, les facilités, c'est une chose. Hein. Il y a des mécanismes qui existent. Nous demandons surtout un environnement de... À travers le NBA, nous voulons mettre en place une cartographie. Se dire que nous ne voudrons pas travailler sur des pistes nageuses, mais avoir une approche beaucoup plus intégrée, beaucoup plus complète sur les axes de développement pour nos entreprises. C'est pour cela qu'il nous faut, d'un côté, mieux gérer nos ressources naturelles, nos ressources humaines, de l'autre côté, s'assurer qu'il y a un cadre macroéconomique qui permette encore plus de confiance, encore plus de ease of doing business. Et troisièmement, que le financement, aujourd'hui qui est du lending, il n'y a pas de financement grant, que ce financement, que des mécanismes soient mis en place pour permettre à ce que le support aux entreprises soit plus, le soutien aux entreprises soit plus forte, aux entreprises viables soient plus fortes. C'est dans cette méthodologie que nous souhaiterons avancer. Vous parlez de croissance. Vous croyez toujours que c'est une notion valable? Est-ce que la croissance ne cache pas les inégalités, l'endettement, le problème de l'emploi? Pour Maurice surtout, vous parlez de croissance, ça ne veut rien dire. Vous êtes d'accord que la croissance peut cacher d'autres mots encore plus sérieux? En tout cas, nous pensons que la croissance doit être durable et inclusive. La croissance reste importante, la croissance doit être durable et doit être inclusive. Ce qui fait qu'avec une croissance économique, nous pouvons avoir une croissance qui est dans le respect de l'environnement et nous pouvons avoir une croissance qui fédère le plus de monde. Parmi les priorités du gouvernement, on retrouve le textile et le sucre. Est-ce que vous allez accorder plus d'attention à ces deux secteurs en difficulté ou c'est quelque chose que vous allez... Peut-être vous n'avez pas les mêmes inquiétudes que le gouvernement pour ces deux secteurs quand même face à la difficulté? Alors, notre approche est légèrement différente. Si nous avons des approches sectorielles, effectivement, il y a des mesures sectorielles qui sont nécessaires. Si nous avons une approche sectorielle, elle est immédiatement limitée dans le temps. Ce que nous proposons, c'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal. Et effectivement, bénéficieront à toutes les entreprises et ceux qui ont plus besoin en bénéficieront avant. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous parlons en termes de textile, nous parlons de short-term indebtedness de viable companies et comment les sortir de là. De l'autre côté, nous parlons aussi du fait qu'il faut ramener un certain vibrancy dans le secteur manufacturier. Ce modèle nous permet de résoudre ces axes d'une façon transversale. Parce que quand nous parlons de cost and access to finance, nous souhaiterions qu'il y ait par exemple, c'est justement la validation qui va se faire après, mais comment trouver des méthodes de validation, des méthodes de financement pour les entreprises qui sont commercialement viables.
Aujourd'hui, dans le method même de financement, les collaterals sont clés. Les physical collaterals, land, etc., sont la base du financement. Alors que, allant dans un monde plus moderne, plus international, plus global, nous avons aussi d'autres formes de collatéraux. Donc nous essayerons d'emmener le débat sur ces formes de collatéraux. Par exemple, le National Business va comprendre une analyse, d'abord, en plus des 3 étapes-là, une analyse de la situation locale et internationale ou... Alors, par rapport à chaque acte, nous avons les bounding constraints, qui sont eux-mêmes l'analyse. L'analyse a été faite, et de cette analyse, nous faisons remonter les contraintes qui sont en train de bind la croissance, d'empêcher la croissance d'aller à son optimum. Donc, pour trouver ces binding constraints, l'analyse a été faite. Et maintenant, nous travaillerons sur ces binding constraints avec des solutions par binding constraints. Et en réglant ces contraintes, en travaillant sur les solutions pour ces contraintes, nous travaillerons sur la situation actuelle. Alors, donc le secteur travaille, j'ai dit que le privé travaille sur un plan long terme. Le public, le seul plan long terme que nous avons, c'est le plan 2030. Est-ce que ça suffit, ça, vous tenez en considération? Jean-Marc, nous, en tout cas, ce que nous emmenons à la table, c'est nos besoins. Et nous allons travailler de concert avec nos contreparties du privé, du public, dessus. Par exemple, nous avons des réunions qui ont été fixées avec l'IBI pour parler de nos besoins. Nous avons un travail avec le ministère des Finances pendant la consultation budgétaire. Donc nous emmenons, en toute modestie, il faut comprendre, en toute modestie, parce que notre champ d'activité est restreint au développement de la politique des affaires. Donc nous avons identifié nos besoins, nous les emmenons vers l'État. L'État a toujours un agenda beaucoup plus large, parce qu'à part la partie économique, ils ont aussi la partie sociale et la partie environnementale, culturelle, qu'ils doivent, eux, prendre en compte. Mais nous restons modestement et nous apportons, en tout cas, une visibilité plus long terme sur le développement du secteur. Est-ce que vous êtes satisfait de l'IDB? On vient de faire de l'IDB. En tout cas, je pense que le dialogue et la collaboration avec l'IDB est assez exemplaire au niveau de Business Mauritius. On a des réunions régulières sur différents sujets qui sont importants. Le e-licensing, par exemple, on fait partie du comité. Et oui, ça avance. Je crois que le dialogue est là et la reconnaissance des facteurs-clés est bien là. Donc il y a un vrai partage avec l'IDB. Je propose qu'on passe au deuxième sujet. Donc il y a 2 sujets. Toute autre question, on peut reprendre à la fin, il n'y a pas de souci avec penser à ça. Deuxième sujet, c'est le Umbrella Skills Survey et du langage pratique. Comment tu nous parler de la raison et des résultats différents. Merci, Président. Bonjour tout le monde. C'est-à-dire une transition sur le volet social. Alors, l'emploi, c'est un élément central pour les entreprises, pour l'économie et l'engagement du Business Mauritius. Auparavant, à l'UFGEC dans le monde du travail, ça remonte bien loin. Alors, nos membres, les entreprises, en termes de création d'emplois, dans le marché du travail à l'île Maurice, c'est-à-dire le bulk, la majorité des emplois, c'est un peu dans le privé. Alors, dans le monde du travail, les problématiques concernant l'emploi, il y en a beaucoup. Juste pour citer qu'aujourd'hui, nous avons aussi des sujets brûlants comme migration, travailleurs étrangers, le chômage des jeunes, chômage pour les femmes, des manques de compétences dans des secteurs. Et alors, il y a eu une demande, nous aussi au niveau de Business Mauritius, à travers les consultations qu'on a eues avec nos membres. L'idée est venue d'essayer de comprendre les problématiques de compétences. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les mutations dans le monde du travail? Et pourquoi les entreprises peinent à attirer la main-d'œuvre? Surtout les jeunes, quels sont les secteurs prometteurs? Quelles sont les compétences qu'on aura besoin? Alors l'idée de cette enquête-là, c'est-à-dire
Au début, c'était les entreprises membres de Business Mauritius. Par la suite, il y a eu aussi quelques entreprises, quelques organisations qui ne sont pas membres de Business Mauritius, mais qui ont participé. Le sample size, c'était... Voilà. Sample size, c'était 200 entreprises. Alors, les objectifs, c'était quoi? Principalement, pour comprendre quels sont le niveau de compétences, type de compétences, identifier les postes à pourvoir dans le futur, essayer de comprendre, juger le niveau de difficulté au niveau des entreprises to fill in les vacancies, et aussi dans le temps, dans le futur, c'est-à-dire avoir un certain équilibre concernant l'offre et la demande, et pour mieux préparer les mutations dans le marché du travail. C'est-à-dire que ça devrait être seamless. Si au niveau, on a des mécanismes pour former les jeunes, former les employés, et au niveau de demande des entreprises, on connaît dans quel poste il y aura des opportunités, à la fin de la journée, il y aura un équilibre. On a essayé de comprendre ça. Alors, quels sont les enseignements? Il y a beaucoup de choses en termes d'enseignement, en termes d'insight, on le retrouve dans d'autres études, dans d'autres enquêtes, mais à travers les membres de Business Mauritius, voilà les choses essentielles qui se sont remontées. Les soft employability skills, en termes de compétences, ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous savons déjà. Communication, travail en équipe, teamwork, customer service, problem solving skills, team management, c'est-à-dire que on le connaît à travers les qualifications. We have the hard skills, mais pour pouvoir travailler dans une équipe, pour pouvoir travailler en réel, dans une entreprise, à travers les collègues, là on a besoin de soft skills. Alors, most search occupation categories, tout ce qui est skill occupations, en termes de compétences. Et là, dans les secteurs où nous avons sondé, nous voyons que pour la construction, maçons, stonemasons et les carleurs, highly skilled jobs, les techniciens, dans l'hôtellerie, waiters, cooks, tous ceux qui demandent formation et compétences. Mais il y a aussi demande pour des unskilled jobs, c'est-à-dire nous avons les operative levels, cleaners, helpers, drivers. Là aussi, il y a des postes à pourvoir. We can fill these positions. Au niveau de management et mid-management, là aussi, on a vu que les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter, à trouver des gens capables. Alors, ce n'est pas seulement highly skilled, mais le supervisory, le mid-managerial levels aussi, nous avons des difficultés. Autre chose, autre enseignement, il y a une corrélation directe entre une bonne préparation, educational attainment levels, ça peut aider finalement à mitiger le skills mismatch. Si on prépare pour les compétences, il y aura moins de déséquilibre. On a aussi vu que beaucoup de choses ont été dites un peu in several quarters concernant les jeunes, leur façon de travailler, leur attitude, leur mindset. Nous pensons qu'il faut préparer cette main-d'œuvre juvénile pour les réalités dans le monde du travail. C'est un constat qu'on le fait. Aujourd'hui, de par nos institutions, préparation pour l'entrée d'un jeune dans le monde du travail ne se fait pas d'une façon cohérente. Ça se fait, oui, mais peut-être on devrait y attarder un peu plus. Préparer les jeunes à affronter les réalités dans le monde du travail. Et aussi promouvoir la culture du travail. Work ethics. Là aussi, nous avons vu que dans certains cas, en manque de préparation, on a des idées un peu arrêtées sur les réalités des entreprises, le travail. C'est à cause de ça aussi, nous avons des personnes qui rentrent sur un poste et très souvent quittent après le induction ou ne prennent pas le temps pour continuer. Alors, comment on peut combattre, comment on peut mitiger le skills mismatch? La recette, il n'y en a pas beaucoup, c'est la formation et la formation. Alors, formation on the job,
très souvent, c'est le modèle qui se dégage maintenant. Et tout à l'heure, peut-être, quand on va parler de Employability Programs, vous allez voir, il y a un programme aujourd'hui qui fait recette, c'est le National Skills Development Program. Si tout à l'heure il y aura une question, peut-être on va vous donner des réponses là-dessus. Il y a à ce jour beaucoup de Employability Programs. Alors, vous le voyez, Kevin avait répété ça un petit peu au début. Le Public-Private Partnership dans le monde de l'emploi aussi, ça existe. À travers ces différentes schemes, il y a un dialogue permanent entre le besoin de l'entreprise et qu'est-ce que les institutions de formation peuvent préparer pour la main-d'œuvre. Alors, nous, ce que nous recommandons, c'est que nos entreprises trouvent qu'il faut utiliser ces Employability Programs. Et il n'y a pas seulement le National Employability Programs, il y a aussi des Employability Programs que les entreprises font. Nous avons des grosses boîtes aujourd'hui qui préparent déjà, qui mettent en place déjà leur propre programme de formation. Et comme ça, il arrive mieux à cibler la main-d'œuvre, les jeunes ou les chercheurs d'emploi dans le monde du travail. Alors, c'est-à-dire que quelles sont un peu les attentes? La main-d'œuvre juvénile, les jeunes, les millennials. Aujourd'hui, there is an intergenerational deficit au gap qu'il faut combler. Les jeunes doivent mieux intégrer dans les entreprises. Et là, le rôle des entreprises aussi, c'est de mieux les encadrer. Il faut avoir cette cohabitation intergénérationnelle au niveau des entreprises. Il faut les motiver. Le mot discipline, nécessairement, ne veut pas dire disciplinary as such, mais le mieux encadrer. Et nous constatons aussi que depuis très tôt dans notre système éducatif, il faut commencer déjà à parler de career guidance, donner des choix, donner des options dans le système éducatif, préparer les jeunes sur des secteurs. Et une autre recette qui marche très bien, Bespoke Skill Development Programs, des programmes taillés sur mesure, des programmes qui répondent à des réalités ponctuelles. Training oriented towards what the market currently requires. Et ça, il faut être agile, il faut pouvoir répondre. On peut faire des formations pour certains postes. Dès que ces postes-là sont remplis, peut-être le niveau de compétence change, il y a d'autres choses, il faut être agile pour pouvoir changer, switch to other positions. Alors, juste, on partage ça à titre d'information. These are the new positions which will tomorrow fetch very high in the labor market. Moi, il y a beaucoup de choses sur, on connaît the gig economy, the future of work, c'est ok. Mais quand même, je vais juste attirer votre attention sur le troisième bullet avant la fin. Heavy truck and lorry drivers. Peut-être certains parmi vous, vous savez, les camions qu'on appelle les containers, là, camions containers, là, ce sont sa technique. Ces chauffeurs-là are highly prized. C'est plus facile d'avoir, je ne vais pas citer d'autres postes, mais getting somebody driving un camion 12 tonnes, un camion 15 tonnes, c'est formidable. Alors, these are the type of, là aussi vous voyez, on peut avoir e-commerce developers, social media associates, coders, mais on aura aussi besoin dans certains métiers highly skilled positions. Et ça, on vous a parlé, c'est une petite répétition. Alors, la formation maître en mots, bespoke, tailor-made skills courses, training programs, et we need to have ongoing, continuous training and development. We have a set skills avec quoi on rentre dans le marché du travail, mais pour garder le poste, pour progresser, we need to continuously improve our skills set. Alors c'est à travers la formation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. If you have any questions. Oui, monsieur Person, je vois depuis 20 ans, le MEF avant, disent le seul problème, c'est le mismatch. Il n'y a pas assez de gens compétents
les Mauriciens ne sont pas assez disciplinés, on fait des formations. Mais dites-moi, vous avez fait une étude pour voir combien d'emplois, par exemple, ne sont pas remplis. Certains postes, chaque année, c'est la même histoire. Mismatch, etc. Vous avez des études, dans quel poste il n'y a pas, il faut... Je dois vous avouer que dans le temps, effectivement, on faisait le Vacancy Rate Analysis. C'était une étude qu'on faisait au niveau de l'institution auparavant. Je vous avoue que lately we have not been doing it, mais c'est quelque chose qui s'inscrit un petit peu dans cette mouvance aujourd'hui. On veut comprendre un peu quels sont aussi, à travers cette étude-là, mais qu'on va peaufiner aussi, essayer de comprendre quels sont les postes à pouvoir aussi, avoir les central database, avoir une certaine interaction avec nos membres, mais et compiler les listes. Dites-vous bien que nous avons dans le système actuel, there is the National Employment Service, ou les Employment Information Centers, où les chercheurs d'emploi sont tenus à s'inscrire, et aussi où les entreprises, s'ils ont des vacances, they can go over there and put their vacancies. Alors, il y a un petit travail à faire, mais je peux vous répondre confidently qu'au niveau des entreprises, au niveau des groupes, oui, they track these labor market issues. C'est-à-dire qu'ils font des études souvent sur des postes qu'ils en ont besoin. C'est une question extrêmement pertinente d'avoir une manière centrale et être capable de le communiquer même pour orienter les différentes politiques. Pour moi, c'est vraiment important, on travaille dessus. Et c'est évident qu'il y a des secteurs ICT, BPO, etc. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises, incluant les entreprises internationales, qui ont des plans d'expansion qui sont souvent ralentis parce que ça prend du temps pour avoir le nombre de personnes. Quand vous parlez de la préparation des jeunes qui vont faire entrer dans le monde du travail, la responsabilité de cette formation revient à qui? Il faut revoir les programmes d'études ou il faut avoir un programme d'études qui est beaucoup plus balance entre l'académia et la formation et les internships, peut-être ce modèle-là? Si tu vois, je pourrais répondre, monsieur. Une des choses que nous voyons, en fait, dans le travail que nous avons fait précédemment, c'est que déjà au niveau secondaire, il y a peut-être des nouvelles choses à aborder. Au niveau secondaire, aujourd'hui, on a des filières académiques, 5-6 sujets, et if we're able to widen it there. Si, disons, on emmène plus de ICT, plus de tourism components à la secondary level, déjà, on crée des filières techniques sur lesquelles les choses peuvent se faire. Deuxièmement, toujours au niveau de up to secondary level schooling, there are new skills that we believe should be brought in, notamment la communication, notamment comment s'intégrer en termes de teamwork, in work environment, etc. Donc là, il y a une partie de la solution. Bien sûr, l'autre partie is on the job training, and that is becoming extremely valuable. On the job training, aujourd'hui, on a le Dual Apprenticeship Program, which is an excellent program. We have the National Skills Development Program, which is prior to getting on the job and getting ready for jobs. Those are extremely innovative. Mauritius is really leading in this whole process. What we need to do now is to scale it up et s'assurer que nous avons ce matching of skills with what the current job situation is. Revoir le cursus scolaire, oui. Inclure de nouveaux sujets, oui, mais comment appliquer ces sujets-là? C'est ça le problème maintenant. On peut étudier le tourisme, l'hospitalité dans les écoles, mais pas nécessairement avoir les skills nécessaires. Et comment inclure cette formation des skills-là? Alors, le dual apprenticeship, c'est qu'on passe un nombre de jours in the classroom et un nombre de jours dans l'entreprise. Le NSDP, c'est avoir des beyond classroom practical skills prior to joining the job market. Both of them are solutions towards the future. Mais très bien. Et Kevin le souligne très bien là, le NSDP, c'est prior, mais the results qu'on voit sur le terrain, et c'est ça justement que je voulais parler, le NSDP aujourd'hui, effectivement, nous avons des job seekers qui arrivent à travers ce scheme-là dans les entreprises. La formation est calquée sur le besoin de l'entreprise. Et ce que nous avons vu, 80-90% de ces trainees-là restent dans l'entreprise as employees now. Previously, they were being given training juste pour faire leurs compétences.
Mais vu qu'il y a eu un investissement de l'entreprise, selon les besoins de l'entreprise, 80% de ces job seekers-là, de ces jeunes-là, restent dans l'entreprise. Alors ça, c'est un scheme qui fait bouche. Parce qu'effectivement, ça répond. You may not have the competencies to join that enterprise, mais we mount a training program, we shape, we mold la personne, et par la suite, dans l'environnement, la personne commence à travailler, et ça se conclut par un contrat de travail. C'est que le privé, vous avez des structures pour accueillir ces... Voilà, il y a une participation, et je prends sur la production de Diraj, if you want to join in, the latest figures Diraj, c'est sur la NSDP. Sur NSDP, dans le budget prévu 2500, et je crois qu'on va dépasser ce chiffre-là, parce que ça a pris un petit peu de l'ampleur, parce que les entreprises aujourd'hui, ils voient que c'est une opportunité pour eux. Mais ce qui est important dans la NSDP, c'est que ça prend en considération la demande. Okay? Et non pas comme avant, c'était seulement le supply side, pas en ligne avec ce que les industries demandaient. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité pour les entreprises que de pouvoir participer dans ce programme. Dites-moi, le problème c'est que vous dites que les jeunes ne sont pas intéressés. Peut-être c'est la fonction publique qui les attire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la fonction publique paye beaucoup plus que le privé, qu'on rémunère un peu trop, qui travaille un peu trop, un peu pas assez? Donc, chaque année, les gens veulent avoir un travail qui a une certaine sécurité. Est-ce que vous pensez, vous, représentant du business Mauritius, que le gouvernement, surtout à l'approche des élections, tend à gâter un peu les fonctionnaires? Et ça a une influence sur l'emploi privé. Qu'est-ce que vous pensez? Chaque gouvernement. Vas-y Kevin, tu veux rendre. Non, moi je voulais dire que le système de rémunération du public est basé sur le pyramide. Nous avons un wage consultation mécanisme au niveau du privé que nous souhaiterons qu'il soit encore plus performant. Et nous militons depuis un bon moment pour qu'on ait une nouvelle façon de revoir le wage compensation mechanism à travers un national wage remuneration council. Et puis moi je pense que pour les jeunes aujourd'hui, nous parlons de future work, nous parlons de jeunes qui sont très informés, qui sont à la pointe de la technologie, souvent avec Internet et ce qu'ils peuvent vérifier. Et nous voyons très clairement un trend in future work autour de flexible working et ce qu'on appelle le gig economy. For us, this is our, as business this is our key finding when it comes to the... Monsieur le gouvernement, excusez-moi, je n'ai pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que tous les gouvernements ont tendance à gâter un peu trop les fonctionnaires et ça a un impact sur l'emploi privé? Moi, ce que je vous réponds, c'est qu'il y a un mécanisme de rémunération. On sait très bien comment ça fonctionne. Il y a un dans le privé. Donc peut-être, what we can say is, dans un petit pays comme l'île Maurice, 550 000 employés, je crois que we cannot afford the luxury of having two dual labor markets or a dual labor market with two distinct features. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement. Les chiffres sont là pour démontrer que la majority of people work in the private sector. Et en ricochet, quand on regarde le nombre de jeunes aussi, in terms of age groups, majorité de jeunes aussi travaillent dans le privé plus que dans le gouvernement. Alors, ce qu'on veut souligner aussi, que the terms and conditions and the remuneration strategies dans le privé et dans le public sont un peu différents. And we need to have un petit peu de cohérence dedans pour ne pas avoir des influencers quand il y a un petit peu de dérive. But, looking forward, nous pensons que le privé a tous les moyens en termes de compétences, en termes de formation, programmes et opportunités pour attirer les jeunes. Et va toujours être l'attrait central pour un jeune de travailler dans les entreprises du privé. Au niveau de la formation, le salaire, embaucher le salaire minimum et
ce que vient d'arriver à Palmore avec le salaire minimum et tout, un mot dessus. Votre constat après un an, après la mise en place du salaire minimum. Peut-être il y a eu un rapport. Voilà, peut-être que Cédric va rentrer après. Non, il y a le rapport, il y a eu un Impact Assessment Report et ça a été fait, mais c'est pas aussi pointu parce que c'était juste the first year of introduction. Le rapport démontre quand même que, in terms of escalation of costs, il faut être un peu vigilant parce que le salaire minimum was a sort of negotiated figure. Et certaines entreprises, le gouvernement était sensible, savait bien que dans certains secteurs, il fallait avoir des mesures transitionnaires. C'était reconnu, c'est la philosophie of government. Mais malgré ces mesures transitionnaires, certaines entreprises ont fait beaucoup des efforts, mais now, coupled to salaire minimum, we have also salary compensation, compensation salariale. Alors, qu'est-ce qui a été un peu plus fatal, salaire minimum ou salary compensation, remains to be analyzed. Alors, juste qu'il faut prendre en considération que whatever be it salaire minimum ou compensation salariale, we need to have an objective mechanism of fixing it, based on objective criteria. Ça a été fait de manière... Oui, mais ça a été fait, mais il y a toujours un travail de refinement qu'il faut faire. We need to refine it. C'est une institution qui doit être activée. C'est le National Mutual Sages Consultative Council. On voit à la baisse. C'est un conseil sur lequel nous pouvons travailler de façon plus régulière pour trouver le salaire approprié. L'équilibre. À la baisse. Par rapport à On parle de plus en plus souvent on entend parler, les employeurs disent que, par exemple, les millennials, tout ça, il faut telles skills pour rentrer dans le monde du travail. Mais qu'en est-il des employeurs? Est-ce que les employeurs aussi se remettent en question, justement parce que c'est une nouvelle culture pour les accueillir, pour créer cet environnement-là pour ces jeunes-là? Parce que très souvent, on place l'onus sur le demandeur d'emploi. Et qu'en est-il des employeurs? Parce que les manuels des années 80, je pense, des ressources humaines, je pense que c'est une excellente question, Jean-Paul, parce qu'effectivement, comme dans beaucoup de cas, il y a peut-être plus de stickiness du côté des employeurs et qui s'adaptent peut-être moins vite par rapport aux demandeurs d'emploi. Ceci dit, c'est difficile de répondre d'une manière générale parce que il y a beaucoup d'employeurs, Maurice, qui certainement bougent très vite et qui ont vu que si eux ne bougeaient pas dans la politique d'emploi, dans la façon d'accueillir les millennials, etc., ils avaient de gros problèmes. Donc ça bouge, mais oui, dans certains cas, il y a, je pense, un stickiness. Et c'est vrai qu'il faut changer de paradigme et d'être capable de voir aussi dans le rôle de l'employeur vis-à-vis de l'employé. Il faut que l'employeur sache aussi attirer l'employé, c'est pas que dans l'autre sens. Et vous organisez une formation. Une question pour rebondir là-dessus. Oui, c'est une excellente question en effet. Mais est-ce que vous avez un projet justement pour former vos managers après la question de mon collègue? Ça d'une part, ça d'une part, et aussi les formateurs eux-mêmes, ceux qui sont dans les écoles, est-ce qu'ils sont en phase avec les industries, et ceux qui sont dans les universités, ceux qui forment ces jeunes, est-ce qu'ils sont en phase dans les industries? Je prends l'exemple, c'est peut-être un mauvais exemple, notre secteur, là, la presse, il n'y a pas un seul formateur compétent dans les universités de ce pays. Pour être compétent, il faudrait qu'un journaliste aille enseigner. Mais voilà. Il n'y a pas un seul. Donc, peut-être effectivement, c'est une multi-barrel question, Abdullah. Bon, juste avant, je vais rebondir sur the other one, is notre enquête reconnaît this intergenerational divide needs to be addressed. Déjà, oui, il y a un peu de travail en amont à faire dans les boardrooms aussi, avec management and all this. On peut avoir une copie de l'étude que vous avez faite? Et a summary. A summary of key findings, a summary. Vous avez dit tout à l'heure, pour 3 ans, est-ce qu'un élève peut préparer
prend 3 ans, ce qu'il va faire, disons, s'il commence à faire 6, donc il doit être au moins au niveau de la forme 5. Or, il choisit ces sujets peut-être 4 ans avant qu'il rentre sur le marché du travail. Disons, il s'arrête au niveau de la GC, il ne va pas faire ailleurs. Est-ce que maintenant, le choix du sujet, quand je vois que certains élèves qui veulent faire du tourisme, mais ils ne peuvent pas avoir la combinaison voulue de faire food nutrition et faire ça, mais ils doivent choisir un subdoc, ils doivent supprimer quelque chose qu'ils aiment. C'est pas remettre la faute un peu sur Cambridge, étant donné que c'est eux qui imposent quel papier qu'on va faire, qu'on va composer ou qu'on va prendre parce qu'on veut aller dans telle ou telle filière. Enfin, je ne sais pas si c'est la faute de qui, mais pour moi, en tant qu'employeur, les sujets sont presque irrelevant. L'important, c'est d'avoir le basic, façon de réfléchir, remettre en question, questionner la curiosité, l'attitude générale, le technical skills, on the job ou avec des formations, private providers, en cours, des trucs, ça s'acquiert assez facilement. Et d'ailleurs, beaucoup de choses peuvent même être automatisées aujourd'hui. Donc, les Google, avoir l'information technique n'est vraiment pas un problème. Il faut qu'on arrive à avoir, je ne sais pas si c'est un bon parallèle, mais un diamant brut et quelqu'un qui a acquis suffisamment de vraie intelligence, y compris émotionnelle, et pas simplement dans les... Monsieur, je crois que vous venez dire quelque chose de très important. Peut-être que vous avez étudié au collège ici à Bourdonnais, c'est les sujets ne sont pas importants. Il y avait des entrepreneurs qui demandaient à ce que les enfants apprennent à tricoter ou travailler dans les industries dès l'école primaire. Donc peut-être quelqu'un dit qu'il faut apprendre à faire, je ne sais pas moi, ICT. Coding. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les autres sujets qui développent l'humain, l'histoire et la littérature et le reste. Et donc, c'est important ce que vous avez dit. Je crois que c'est un peu, il faut, pour une fois, je crois, peut-être on arrête de dire qu'on va faire apprendre des trucs du métier au collège. Il faut développer l'intelligence. Ouais, peut-être qu'après on va clore, parce que je crois que c'est vraiment un débat qui mérite d'être au niveau national et c'est d'une importance capitale pour le pays. Et Business Conscious, c'est vraiment, on ne prétend pas avoir la solution à ça. Et juste pour vous contredire un petit moment, il y a aussi des façons d'apprendre les bases qui passent par des sujets techniques. Il y a des méthodes d'apprentissage qui vont, au lieu d'apprendre les mathématiques d'un point de vue théorique, ça peut être d'apprendre les mathématiques en construisant une cabane. Il y a des écoles qui se lancent. Donc pour moi, le technique et les basic human and soft skills ne doivent pas être complètement séparés. La seule chose que je dis, c'est par rapport au choix des sujets et autres, que pour moi, en tant qu'employeur, c'est une question qui est pratiquement secondaire. La technicité, elle s'acquiert sans problème. Les basic fundamental human skills, ça c'est quelque chose qu'il faut que chacun d'entre nous, on sache inculquer à nos enfants d'abord et ensuite aux gens qui on est en contact. C'est vrai, pour répondre à ma question passée, on parle beaucoup de formation technique, de valorisation du travail technique, de collège technique qui vont voir le jour. C'est intéressant de voir quelle forme devraient prendre ces écoles techniques pour effectivement valoriser en même temps l'intelligence émotionnelle actuellement et les connaissances techniques. Vous pensez qu'il y a une réflexion à faire? Technique, je ne veux pas les techniques, c'est séparé. Technique, c'est important pour les enfants qui n'arrivent pas académiquement. On nous dit des autres sujets comme on apprend à des waiters dans le collège. Ça fait rien un peu. Ça, c'est une filière. Vous formez des jeunes dans l'ICT ou dans l'hôtellerie, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, ces jeunes qui sont formés là, ils ne restent pas au pays. Ils partent au Canada, soit travailler sur le bateau de croisière. Qu'est-ce que vous faites, vous? Parce que le salaire est plus attrayant. Et qu'est-ce que là vous allez faire pour retenir ces gens? Parce que votre but c'est de faire remplir le vacancy qu'il y a et ça retourne chaque année. Je pense, et ça peut-être pas dit de me corrigeant, mais je pense qu'effectivement, malheureusement, on est un net exporter of talent. Pourquoi ces gens-là partent?
Peut-être s'ils trouvent que Maurice est trop petit, il n'y a pas assez de monde, c'est une société fermée. Peut-être qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas eu le job qu'ils voulaient et qu'ils pourraient être payés beaucoup plus au Canada. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Moi, en tout cas, je n'ai pas la liste, mais on peut imaginer les raisons. Si on est net exporter of talents, se pose clairement, par rapport à notre trajectoire économique, la question de l'ouverture. Je crois que c'est un sujet, même dans le Employer Skills Survey, etc., c'est quelque chose que nous, au niveau de Business Mauritius, on n'arrête pas de pousser pour se dire qu'il faut dépassionner d'un point de vue émotionnel ce débat et prendre un map et se dire, est-ce que, tout d'abord, rappeler, parce que je crois que c'est important de rappeler que toute croissance économique, le seul but, même pas le but ultime, le seul but de la croissance économique, c'est de s'assurer qu'elle soit partagée, qu'elle bénéficie à tout le monde. Ça doit être le seul but. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à avoir une croissance économique d'un pays et qu'ensuite les Mauriciens soient malheureux ou soient incapables de vivre. Donc il faut vraiment qu'on garde en tête que le seul but de la croissance économique, ça doit être au bénéfice des Mauriciens. Si on est clair dessus, à partir de là, de manière dépassionnée, prendre un peu de recul et se dire, est-ce que par rapport où on est aujourd'hui, par rapport au choix qu'on a fait de point de vue économique, on n'a pas le choix de toute façon d'être extrêmement ouvert et interagir avec le monde, par rapport où on est aujourd'hui, est-ce que les Mauriciens et le Mauricien moyen sera better off dans 10 ans si on a une vraie politique d'immigration sélective ou pas à avoir, si on a une vraie politique, pas simplement quelques skills, mais une vraie politique, qui dit this is where we want to go. Est-ce que le Mauricien moyen sera better off dans 10 ans si on a ça, ou est-ce qu'il sera better off si on décide de se refermer et de se dire non, tout Mauricien, on essaie de garder tout ici. Ma conviction personnelle, la conviction de Business Mauritius et les exemples qui existent dans le monde montrent bien que un certain degré d'ouverture, plus vers le plus que le moins, peut certainement pas être beaucoup. Et je crois que ça répondra aussi à ce problème de net export of talent, du fait qu'on aura un import of talent, mais aussi pour ceux qui ont choisi de partir il y a 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, ils ne choisiront plus de partir, parce qu'il y aura un vrai écosystème, une vraie dynamique qui se passe localement et qui rend Maurice plus intéressant, plus d'opportunités, des multinationales, enfin vraiment une espèce de truc qui devient moderne et qui est vibrant. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les jeunes très qualifiés, aujourd'hui certains d'entre eux choisissent de partir, c'est que ce soit j'ai essayé un de coups, laisse-moi partir. Mais vous voulez dire, monsieur Despéril, le but de la croissance, c'est de partager pour les Mauriciens. Et puis vous dites, il faut nous ouvrir l'économie à l'immigration. Mais vous voyez actuellement le dégât que ça fait. Il n'y a pas d'emploi dans certains faubourgs de Bruy. Et ça donne au crime, à la délinquance. Non, il faut qu'il y ait de l'emploi. Il faut qu'il y ait de l'emploi. Donc vous dites les immigrations, vous savez, ce sont les maçons, les étrangers qui coûtent moins cher, qui ne sont pas syndiqués, qui veulent travailler. Donc c'est un vrai problème qu'on a causé aux pauvres de ce pays. Si on ouvre à l'immigration, le pays va être... Vous ne pensez pas que ça va être infernal dans Maurice? Les pauvres vont augmenter, la délinquance même. Non. Pourquoi est-ce que tout le temps, Business Mauritius ou l'UF, même le gouvernement parle d'ouvrir? Est-ce que c'est plus pour avoir des employés premièrement, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, je n'ai pas parlé d'ouvrir l'immigration à tout va, pour remplacer obligatoirement des low-level jobs qui peuvent être faits par les Mauriciens. Tout ce qui doit être fait par les Mauriciens, avec plaisir, au contraire, ça doit être notre priorité. Mais il y a beaucoup de secteurs, malheureusement, où je pourrais pas dire peut-être des données dessus, où on voit bien que peut-être qu'on n'a pas la masse critique, peut-être qu'on n'a pas la chose. Mon propos était beaucoup plus sur la trajectoire économique de Maurice et l'intégration au monde, et d'avoir à tous les niveaux des couches sociales une politique d'immigration qui permette de rendre le pays plus performant, plus attractif, et qui ensuite, la trajectoire économique sera mieux. Mais il y a aussi des... Répondez des questions et puis on passe l'autre présentation, sinon c'est pas fait. Il y a des emplois aussi qui n'intéressent pas les jeunes. Bon, maintenant, je suis étonné de voir quelques travailleurs étrangers qui sont des caissiers dans des grands supermarchés. Donc, moi-même, j'ai été étonné de voir un diplômé à qui j'ai fait une photo, remise de diplôme, qui travaille dans une école. Donc,
il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des gens qui veulent travailler, mais ne sont pas intéressés par ce qu'il y a actuellement sur le marché aussi. Non, mais effectivement, il y a un travail aussi. Je réponds rapidement ensuite. Il y a un travail aussi à faire, mais s'il y a un certain délaissement pour certains postes, mais par contre, il y a une envie pour d'autres postes aussi. C'est de ce juste équilibre-là qu'il faut s'orienter, qu'il faut savoir comment faire cette liaison. Ok. On peut reprendre les questions à la fin, mais peut-être là, jusqu'à la fin. pas sur le troisième sujet. Le troisième sujet, c'est le cercle de l'économie. Est-ce que Fais bouger les Alors, et ça, c'est un peu en réponse à votre questionnement de décembre, que vous avez parlé d'environnement, de Maurice, où il y avait quand même un gros problème au niveau de santé partout et tout. Donc, c'est un peu pour répondre à vos questions de décembre. Merci Marina pour cette introduction. Bonjour à tous, donc Michael Apaya en charge des opérations au niveau du développement durable et inclusif à Business Mauritius. Toujours en introduction, ce que j'aimerais aussi mettre en avant, le fait qu'on ait clairement affiché économie circulaire. C'est directement lié à la gestion des déchets, mais à Maurice aujourd'hui, notre mode de gestion des déchets est un mode de gestion structuré. Ça, c'est la nomenclature internationale qui vous donnera ces informations. À la limite, on pourra partager avec vous des données plus précises, mais on a un mode de gestion structuré. Chacun peut avoir un jugement technique ou un jugement de valeur sur ce mode de gestion. Aujourd'hui, c'est collecté, station de transfert et enfouissement structuré dans le sens où on sera tous d'accord là-dessus. On n'a pas de risque sanitaire, très peu de risques sanitaires à cause des déchets à Maurice aujourd'hui. Donc c'est structuré, c'est un mode de gestion structuré. L'étape d'après, dans la nomenclature internationale, c'est de se dire comment on passe du mode de gestion structuré au mode économique. Et c'est bien pour ça qu'on a bien affiché pour nous l'économie circulaire, c'est-à-dire la gestion des déchets à Maurice doit passer l'étape suivante qui est l'implication des acteurs économiques, l'implication davantage, enfin dans l'investissement dans des nouvelles technologies et aussi les nouvelles politiques qui vont permettre de mettre en place l'économie circulaire. Donc ça c'était mon propos d'introduction pour bien arriver à mettre en perspective qu'on part d'une gestion de déchets à un modèle économique de gestion de déchets. Très rapidement dans le contexte, dès 2016 on avait participé, on avait été moteur déjà sur un waste assessment dans l'industrie. On avait réalisé cela Business Mauritius en partenariat avec le ministère de l'Industrie et un petit financement des Nations Unies, en fait de l'UNIDO. On avait 23 compagnies et je mets quick scan dans le sens c'était vraiment un aperçu rapide qu'on avait pu avoir des entreprises avec une experte qui était venue pour voir les types de déchets qu'il y avait dans les entreprises. Là je parle vraiment du périmètre de l'entreprise, l'usine, l'hôtellerie, les supermarchés, etc. Donc la production de déchets qu'il y a au niveau de ces entreprises. Les résultats de cette analyse ont permis de contribuer au Waste Management Strategy, parce que l'État fait un Waste Management Strategy tous les 10 à 15 ans, et donc on a contribué dans l'analyse du Waste Management Strategy de l'État entre 2015 et 2016. Il faut savoir aussi donc, que ce Waste Management Strategy n'est pas encore totalement mis en vigueur à l'heure actuelle au niveau des instances publiques. Mais donc on a contribué nous à travers ce Industrial Waste Assessment. En 2017, là c'est une initiative vraiment Business Mauritius et en financement de l'AFD avec le ministère de l'Énergie, on a voulu cartographier davantage la production des effluents liquides dans nos entreprises, dans nos secteurs d'activité, que ce soit hôtelier ou industriel. Et donc la cartographie nous a livré un plan d'action en 2018 basé sur la réduction de la consommation d'eau en amont, avant que ça rentre dans les process industriels. Il y a un potentiel de réduction vraiment en amont et dans le process. Et puis il y a aussi du potentiel de réduction du traitement des effluents liquides. Et ensuite, ce volume traité, évidemment, donc on diminue ce qu'on appelle les charges polluantes. Donc on va diminuer la charge polluante qui va soit être rejetée à l'égout, pour ceux qui sont connectés à l'égout, soit être rejetée en milieu naturel pour ceux qui ont des permis de rejet en milieu naturel. L'objectif même de cette étude nationale était d'identifier les grands secteurs de production d'effluents liquides, d'identifier des pistes de réduction de consommation d'eau en amont. Quand on sait que par moment dans le pays on a des stress hydriques
Donc le privé pourrait, diminuant la partie de consommation dans l'amont, peut-être aider le pays à ce moment-là, et aussi donc réduire le volume d'eau à traiter et donc réduire la charge polluante. On a un projet pilote qui démarre cette année avec une dizaine d'entreprises. Donc on aura très certainement à la fin de l'année de quoi partager avec vous des résultats plus concrets au niveau des entreprises. Là, ce sont des données macro, si vous voulez, qu'on peut partager. On a un executive summary de ce mapping, on n'a aucun problème de vous partager les données macro. Mais micro d'entreprise, ça sera plutôt à la fin 2019 pour cette cartographie des flux en liquide. Sur notre sous-comité au niveau de la gestion des déchets, donc on a un sous-comité qui est établi depuis 2017 et on a dressé deux actions qui étaient d'évaluer en fait ceux qui sont sur la liste des recycleurs, la liste des recycleurs établie par le ministère de l'Environnement. Donc il y a une liste établie. Donc on a identifié, ils étaient identifiés, donc on les a contactés. On a aussi demandé à 9 groupes de compagnies dans ce comité, dans ce groupe de travail, d'évaluer de façon qualitative. C'est une appréciation qu'on leur a demandé. On n'a pas fait une analyse, certification, audit. On a fait une appréciation qualitative. Et donc on a aujourd'hui l'analyse de tous ces recycleurs et on les a invités autour de la table pour discuter. Donc c'est vraiment un modèle inclusif qu'on cherche avec ceux qui sont dans le recyclage des déchets aujourd'hui, que ce soit ONG, vie citoyenne, vie associative, parce qu'ils font un travail assez formidable sur le terrain. Et on voudrait davantage maintenir cette relation à travers des réunions entre les entreprises et donc les recycleurs pour voir. C'est le deuxième axe de la deuxième action pour voir comment on pourrait connecter tous les volumes de déchets qu'on a aujourd'hui au niveau de nos entreprises avec les potentiels recycleurs. Donc, on a commencé à avoir des campagnes de caractérisation au niveau des entreprises. J'ai dit Quick Scan tout à l'heure pour l'exercice de 2016. Là, on est vraiment beaucoup plus précis que du Quick Scan. On est vraiment dans des campagnes de caractérisation quantité, qualité de déchets dans les entreprises. Les 9 groupes pilotes, donc on a de la donnée qui commence à remonter et on a donc en perspective de se dire comment on pourrait, à partir de ces 9 groupes pilotes, élargir davantage, peut-être de façon systématique, avoir des campagnes de caractérisation au niveau des entreprises pour arriver après à connecter les volumes et les recycleurs. Je reprends mon point de départ qui était la dimension économique de la gestion de déchets. Tant qu'on ne connaît pas les volumes, tant qu'on ne connaît pas les quantités, il est très difficile d'imaginer une filière économique qui va se mettre en place pour aider les recycleurs. Donc ça c'est un élément, une action très importante dans la définition des qualités et quantités de déchets. Et puis un dernier point, c'est aussi important en fait dans l'économie circulaire, c'est qu'on ne pourra pas totalement tout faire tout seul au niveau de Maurice. La coopération régionale est importante, puisque je le disais, tant qu'on ne connaît pas les masses, les volumes, très difficile d'avoir une filière économique. Et en plus, maintenant, quand on a identifié les masses et les volumes, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment pour les mettre en place une filière économique, là, la problématique peut être résolue au niveau régional, coopération régionale. C'est un exemple que je donne, mais il y a d'autres sujets sur les déchets électroniques aussi qu'on peut citer. J'ai cité les bouteilles PET, avec une étude en cours entre La Réunion, Maurice, Mayotte. On est, nous, institutions du privé partenaires, les institutions du privé réunionnaises aussi sont partenaires. On a préparé des termes de référence et cette étude est actuellement réalisée, financée par l'Union des chambres de commerce avec l'AFD. On aura un plan d'action en octobre. L'idée est de se dire, à partir des bouteilles PET, quel type d'économie circulaire on peut mettre en place, quelle technologie serait viable et qui serait prêt à financer cette technologie pour ensuite avoir une économie complète entre les îles. Merci. Merci, Michael. Vous avez des questions? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de Seychelles dans pour recycler les bouteilles en plastique? Seychelles n'est pas dedans? Alors, le périmètre de cette étude, précisément, est un périmètre Réunion, Maurice, Mayotte. Et ceci dit, Seychelles, je crois qu'il y a pas grand-chose. Hein. Pourquoi? Parce qu'on taxe. Ouais. Mais pourquoi on ne taxe pas Maurice? Parce que les gens... Parce que aux Seychelles, c'est taxable. Parce que... Est-ce qu'on ne produit pas grand-chose à Maurice? On importe. Bon, à part les usines textiles qui polluent un peu avec les jeans, tout ça, mais les bouteilles en plastique, c'est un vrai problème à Maurice. Ce sont les consommateurs qui jettent ça un peu partout.
Donc il y a peut-être lieu de taxer le terme classique, et le business model ne serait pas d'accord. Ça marche tout au social. Ouais, non, on n'a pas dit qu'on ne serait pas d'accord sur rien. Je crois que Michael a parlé de l'aspect économique. Il y a plusieurs choses qui doivent être étudiées pour voir ce que ça implique. Cette étude, c'est un comité de pilotage Union des chambres de commerce, donc les Seychellois aussi sont présents. On était 3 semaines, il y a 3 semaines, on était ensemble à la réunion. Et les Seychellois ont partagé leur expérience, donc effectivement les bouteilles sont consignées et ensuite il y a une exportation. Ce qu'on cherche à voir par contre dans la problématique d'économie circulaire, c'est de se dire, à partir du moment où c'est collecté, est-ce qu'on peut faire quelque chose localement? Pas simplement exporter. Donc là, c'est pour ça qu'on est sur des problématiques Réunion, Maurice, Mayotte, parce que les Seychellois sont déjà dans une filière qu'ils estiment correcte. Et petite correction, les bouteilles sont taxées à Maurice, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 roupies qui sont collectées. Donc on les connaît pas sur la c'est différent. Je pense que modèle de gestion des déchets déjà utilisé au Singapour. Est-ce que vous avez essayé de vous inspirer de tel modèle pour pouvoir... Parce que ça marche assez bien là-bas. Est-ce que vous allez vous inspirer de ce modèle-là pour essayer de l'implémenter à Maurice? Je disais en intro, les nomenclatures internationales sont claires. Modèle structuré, modèle économique, puis il y a le modèle mature. Et encore, il y a 2 crans à passer pour Maurice avant d'arriver au modèle mature. Effectivement, la littérature est très claire, les classifications sont claires. Je pense qu'on suivra ces différents modèles d'évolution. Pour moi, les problématiques restent quantité de déchets, volume, type, qui peut être différent de Singapour. Je ne connais pas exactement les quantités, volume, type de déchets. Donc c'est vraiment en ayant l'analyse la plus précise, les caractéristiques les plus précises de nos déchets, qu'on arrivera à mettre un modèle Maurice, qui peut être similaire à celui de Singapour. Mais pour moi, le consensus international, c'est de dire comment on met en place l'économie circulaire sur la base de nos volumes, type de déchets. C'est vraiment propre au pays. Une question, Michel. Michael, pardon. Est-ce qu'on a pensé à ceux qui sont à la base, par exemple les collecteurs de bouteilles, de déchets? Est-ce qu'on exige de ceux qui les recrutent ou ceux qui achètent avec eux ces déchets que ces collecteurs travaillent dans des conditions plus ou moins hiérarchiques? Parce que quand on les voit travailler là où il y a des centres d'enfouissement, tout ça, c'est dans des conditions inhumaines, voire honteuses pour un pays comme Maurice. Est-ce qu'il n'y aurait pas là des normes à établir pour ces collecteurs, pour qu'ils puissent au moins travailler dans de bonnes conditions, avec des gants, des masques, parce qu'ils sont exposés et leur durée de vie est franchement limitée à cause de ces maladies auxquelles ils sont exposés? La question qui est soulevée a été aussi soulevée dans l'exercice, je disais en intro, le Waste Management Strategy national, qui est piloté par le ministère de l'Environnement, Solid Waste Division. Et c'est pleinement intégré dans le Waste Management Strategy, l'exercice 2015-2016. C'est simplement des décisions qui ne sont pas mises aujourd'hui, ne sont pas encore en vigueur. C'est des cycles de 10 à 15 ans, le Waste Management Strategy. Mais c'est pleinement ressorti dans les comités, dans ce qu'on a aussi nous contribué, et la vie associative et autres acteurs privés ont aussi contribué. Donc j'insiste sur cette question parce qu'il y a souvent des gens qui sont pauvres, qui sont exposés parce qu'ils sont en bas de ce système, et c'est quasiment de l'exploitation. On est dans l'économie circulaire, mais l'esprit de cette économie n'est pas respecté. Je veux juste rebondir, juste apporter un complément d'information. Effectivement, il y a une réglementation, il y a des normes, il y a des lois, il y a tout ce qui est santé, sécurité au travail, protéger l'humain, ainsi de suite. L'entreprise, l'employeur ou la personne, l'entité est tenue à respecter ces regulations. Tenue, c'est une chose, respecter, c'est autre chose. Et très souvent, si un employeur va dénoncer cela, il risque sa place. Il y a des moyens coercitifs qui sont employés par les recruteurs pour les empêcher de venir se faire. En tout cas, en tant que business manager, on est clair sur le fait que les normes de travail doivent être respectées. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Je veux faire une observation. Je suis très heureux de la démarche
Mais quelque chose qui, je comprends aussi le point d'Abdullah, je ne sais pas comment vous conciliez le fait que Maurice fait de la promotion touristique et l'état des salubrités dans ce pays. C'est une honte, je crois que c'est là-dessus qu'il fallait avoir honte. Et là, j'observe que dans votre méthode structurée, il y a une dimension qui est ignorée. C'est la base. L'école. Collecte à partir de moi. Je ne sais pas si vous circulez dans cette île Maurice. Je ne sais pas. C'est une honte. Je crois qu'au niveau de Business Mauritius, vous devriez faire quelque chose pour accélérer le processus. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la masse critique pour créer une filière. On devrait penser qu'il doit y avoir une filière économique parallèle à notre importation. Nous importons énormément de choses. Mais il fallait qu'il y ait un système à la base. Pas attendre. Et puis deuxième chose aussi, allez apprendre des pays qui ont fait des choses dedans. Allez demander de l'aide du Japon, l'ambassade du Japon. Ils ont fait des choses énormes au niveau. J'étais là-bas récemment. Je ne vous parle pas des choses que je ne connais pas. Les enfants à l'école, vous savez. À l'école. Ils nettoient l'école pendant les repas. Ouais. Vous voyez que je fais un papier là-dessus. Vous croyez que le Japon est propre comme ça? Non, c'est parce qu'il y a un travail de base. De culture. De base de culture. Et je termine là-dessus. Imaginez si le colon waterfront n'existe pas. Les touristes à pour lui, que serait devenu pour lui. Donc, je pense que le secteur privé a un rôle immense pour redorer l'image du pays parce que je suis malade, je veux manger. Il y a une éducation à faire. Une éducation à faire. Et je pense que le secteur privé devrait travailler avec les collectivités locales. Abdullah a raison. Moi, je le dis parce que moi, je ramasse les ordures le matin. Je suis équipé et je vois ces employés-là. Ils ne sont pas équipés, c'est pour cette raison qu'ils ne ramassent les ordures. Il faut travailler avec la base, travailler avec vous là. Il faut aller voir la disparité. Il ne faut pas que les études restent très... C'est beau, c'est joli ça, des mots que vous employez. L'éducation à faire pour les ministres aussi. Donc, juste peut-être avant de passer la parole à Davan, juste l'approche de Business Mauritius, comme vous savez, a toujours été de regarder des choses systémiques qui, si résolues, sont des game changers sur le long terme. Donc on essaie de rester structuré et méthodique. C'est vrai que peut-être ça paraît prendre un peu de temps quelquefois, mais c'est la seule manière de faire des choses sustainable. Ce qui n'empêche pas qu'en parallèle, on peut aider à tourner des petits trucs, faire des choses avec plaisir. Peut-être que Davan, tu veux répondre à ça. Justement, je pense qu'il y a des zones d'intervention. Vous savez la difficulté d'entrer dans une école de la formation, même faire du career guidance, c'est ce qu'on recommande du tout. Dans ce waste management committee que nous avons 9 groupes qui ont commencé à trier leurs déchets, à pousser plus loin leur traitement des déchets, donc ça va dans le sens. Ces entreprises vont mettre des gens en place des poubelles pour leur staff. C'est une façon aussi de toucher la population, puisque nous avons 120 000 employés. Imaginez demain les entreprises de Maurice qui commencent à dire ok, j'éduque, je forme mon staff. C'est le pilote est aussi orienté. C'est-à-dire comment je sensibilise mon staff. Et du coup, l'employé qui va rentrer chez lui, qui va dire je ne sais pas comment faire, mais j'ai appris au boulot que je peux ramener ça se recycle à Maurice. C'est la famille qui est impactée. Donc, si vous avez 120 000 employés avec leur famille, c'est aussi une façon d'arriver à ce niveau. On dit à la base, c'est l'employé qui va comprendre que je peux recycler l'huile, je peux recycler le plastique, ça existe aujourd'hui. Le séchoir qui est cassé, il y a une entreprise qui recycle ça. Je peux ramener ça au bureau, le bureau va ramener ça là-bas. Donc, commencer à sensibiliser les gens à travers ce qui se fait au bureau. Les entreprises aujourd'hui qui enseignent le compostage à leur staff, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, ben on va apprendre dans l'entreprise. Donc c'est ces best practices que nous avons répliquées aussi par les guidelines que nous allons sortir bientôt sur leurs activités. Donc quand on dit scale up, c'est peut-être, on a très peu de temps pour expliquer plein de choses. Scale up, ça veut dire qu'est-ce qu'on a appris de ces 9 groupes sur ce pilote et comment on va scale up sur 1200 membres
aux entreprises et on peut diffuser ça et accélérer le mouvement. On suit aussi le travail qui est fait par EcoSchool, par exemple. On a des présentations, on reçoit des gens en conférence qui se passent avec ce qui se fait à EcoSchool, par exemple, dans les écoles. Donc on suit, mais bon, on va rentrer dans le groupe, mais on encourage les entreprises à se porter ce genre d'initiative pour que, effectivement, dans les écoles, ça démarre là. On voit bien. C'est les enfants qui vont corriger l'attitude des parents aujourd'hui. Et si c'est trop tard pour certains parents, c'est les enfants qui vont dire papa, déjà ça va, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a énormément de choses et plus ça montre que dans les prochaines réunions, on doit continuer à travailler et à vous présenter ce que nous faisons sur quelque chose qui nous implique tous et qui nous engage tous. Juste avant de clore, peut-être repasser la parole à Cédric sur un autre sujet. Oui, peut-être juste avant de clore, revenir sur un sujet qui, comme vous le savez, est d'importance pour Maurice et pour nous, le Business Mauritius, c'est une loi sur le financement des partis politiques. Donc, vous êtes au courant aussi qu'en décembre, je pense, le Prime Minister's Office avait émis une circulaire avec une intention d'arriver avec un projet de loi invitant la population et Business Mauritius et les autres à faire leurs recommandations. On tenait simplement à vous dire aujourd'hui qu'on a eu l'occasion, donc début janvier, d'envoyer une lettre assez compréhensive par rapport à nos recommandations. Il y a beaucoup de points. Je crois qu'il y a des bonnes choses dans le format qui avait été proposé. Et l'idée même de venir avec une loi est déjà une bonne chose. Et il y a pas mal de points sur lesquels on a fait des commentaires. Je ne pourrais pas aujourd'hui rentrer dans tous les détails de ces commentaires, parce que déjà c'est une liste probablement un peu plus longue que simplement quelques points. Mais j'aimerais attirer votre attention juste sur 4 points qu'on a mis dans notre lettre et qui a donc bien été reçu au niveau du Prime Minister's Office. Le premier point, c'est qu'on a insisté pour que les partis politiques aient un legal local standard, qui soit une entité qui soit reconnue par la loi. Ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Le deuxième point, c'est qu'on a insisté pour que les donations in kind, et non pas que en cash, mais in kind, soient aussi régulées, parce que sinon on pense que c'est un vrai loophole dans tout le système. Le troisième point qui est vraiment important aussi, c'est qu'on a suggéré qu'il y ait un plafond, mandatory ceiling, sur les contributions, puisque tout l'objet d'une loi comme celle-là, on pense, c'est vraiment de venir éviter qu'il y ait certaines parties prenantes qui aient une influence trop forte sur les réflexions ou sur la politique de la partie politique. Donc, en mettant un plafond, probablement en pourcentage des dépenses totales de ce parti ou autre, un plafond par exemple à 5% du financement total par entité pourrait être quelque chose d'extrêmement important pour atteindre le but qui a été annoncé. Dernier point, on pense aussi que le choix a été fait a priori que la réglementation de ce système soit sous l'ISI, Electoral Supervisory Commission. On pense qu'il faut vraiment donner à l'ISI les moyens, les pouvoirs suffisants pour que non seulement les pénalités ou autres soient vraiment des déterrants, mais aussi puissent être amenées d'une manière publique et officielle. Donc on croit que, comme toute loi, il y a la partie accompagnement, explication, etc. qui est importante, mais il y a aussi la partie pénalité. On pense que l'ISI doit avoir des pouvoirs assez étendus pour s'assurer que la loi soit respectée, sinon ce sera un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà les 4 points, comme je vous ai dit, il y a d'autres points éventuellement, mais c'est les 4 points qui, nous, au niveau de Business Mauritius, au niveau de notre comité qui travaille dessus, ont été remis comme étant les plus importants. Et vous souhaitez que ce projet de loi soit voté avant les prochaines élections de Pour nous, c'est un projet de loi qui a dû être voté depuis très longtemps. Hein. C'est quelque chose d'important. Vous avez eu un retour? Non. Un retour? Est-ce que vous êtes au courant si le Premier ministre a... Non, on sait, le retour qu'on avait eu de manière officielle en décembre, c'est qu'il y a l'intention de présenter le projet de loi à la rentrée parlementaire, donc très bientôt. Pas d'invitation pour des discussions un peu plus ouvertes? Non. Ce qu'on a pu comprendre dans les gauches de ce projet de loi, les points forts émis par le bureau du Premier ministre en décembre, c'est que les entreprises peuvent continuer à faire des contributions aux partis politiques sans préciser dans leur annual report, par exemple, que
1 million de roupies a été donné au MSM par exemple, que contribution, que sous l'item de contribution, est-ce que vous êtes pour plus de transparence et mentionner clairement que vous avez fait des contributions à hauteur de X millions de roupies à un tel parti politique? On pense que c'est quelque chose qui devra venir dans le temps, mais on parle de bien loin. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, au niveau du côté des entreprises qui financent, elles sont régies par le code de bonne gouvernance 2014, je crois, avec 2016, avec des critères déjà que beaucoup d'entreprises appliquent au niveau de la transparence. Le problème, c'est que s'il y a de la transparence que d'un côté et que ça tombe dans le néant de l'autre côté, donc l'idée d'une loi sur le financement des partis politiques, c'est de boucler la boucle et de pouvoir réconcilier tout ça. En tant que chef d'entreprise, comment ça se passe? Est-ce que les partis politiques viennent vous voir, vous devez faire une demande, vous avez un sujet? Je suis dans un point de presse avec Business Mauritius, En général, est-ce que vous êtes approché pour faire des contributions ou c'est volontaire en général? Je vous répondrai pas dessus parce que je crois probablement qu'il y a une variété de méthodes. Mais en tout cas, si je peux, Cédric, le point de Business Mauritius, nous le faisons avant chaque élection à tous nos membres, c'est de abide avec les recommandations que nous avons élaborées dans le National Code of Corporate Governance qui s'appelle Reporting with Integrity, qui veut dire que ça doit être souvent par chèque et que dans les annual reports, they actually say how many contributions they've done by party. It is part of the recommendation of the reporting with integrity. The position of Business Mauritius, chaque élection, c'est de recommander à nos membres de abide to the reporting with integrity. Avoir une demande. Il semble donc qu'il y a beaucoup d'abus de la part des politiciens dans leur demande. Ils demandaient à mettre un plafond, que ce soit une salle à monter. C'est pas ce que ça sous-entend. L'histoire du plafond, pour moi, est clairement pour aider à atteindre l'objectif. Un des objectifs annoncés, c'est d'éviter qu'il y ait un groupe, un stakeholder ou quelqu'un qui ait une influence démesurée sur un parti politique. En mettant un plafond, ça résout le problème d'influence démesurée. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Comme nous l'avons dit auparavant, c'est quelque chose que nous avons gardé. Donc peut-être tous les 3 mois, tous les quarters, avoir ce point avec vous, ce meet and greet, qui n'est pas un point de presse, mais vraiment un moment d'échanger. Et on continuera à échanger autour d'un café après. Merci à toute l'équipe de Business.